Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview sur la chaîne du Foot US de A à Z. Comme vous le savez, un invité fan de la franchise qui vient nous voir. Et aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez l'habitude, on a beaucoup de gens qui viennent d'autres Atlantiques. On a eu Texan Canada qui est venu nous voir. Et là, aujourd'hui, on va parler des Jets. Et je suis enchanté de l'avoir. C'est une première pour moi de le recevoir. Je reçois Arnaud Gasconadon qui est très connu dans le monde du football au Québec. Et du coup, c'est un plaisir. Bonjour à toi, Arnaud. Comment tu vas? Bonjour mec, comment ça va? Je parle comment là? Je parle normal. Tu parles normalement, tu n'hésites pas, voilà. Donc Arnaud est un fan des Jets, il va nous dire vite fait comment il est devenu fan des Jets, il me l'a déjà dit en off, mais c'est l'occasion d'en parler. Les gens au Québec, ils le savent sans doute déjà. Nous en France, voilà, c'est une première chez nous qu'on te reçoit. Donc je sais que voilà, tu as été donc footballeur au Québec, tu as joué dans plusieurs équipes. Je ne sais pas si on peut dire franchise au Québec ou plusieurs équipes, je ne sais pas comment vous appelez au niveau de la ligue. Mais voilà, vas-y, fais-nous une petite présentation de toi. Et puis à la fin de l'épisode, on pourra reparler puis faire la promo aussi de ton école de foot. Je crois que tu lances une école de foot où tu as déjà bien avancé. Et du coup, ce sera l'occasion de faire la promo à la fin de l'épisode de ça. Mais déjà, présente-toi globalement pour nous dire qui tu es. Voilà. OK. Ben écoute, merci d'ailleurs de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir parler de football avec des gens en France. Même moi, je trouve que c'est cool qu'on parle encore plus de football qu'on en parlait quand j'étais plus jeune, en tout cas. Écoute, j'ai découvert le football en arrivant à l'école secondaire ici là, au Québec, donc à l'âge de 13 ans à peu près. C'est un sport qui, au début, je n'étais pas sûr nécessairement d'aimer ça. J'ai changé plusieurs fois de position. J'ai un sportif dans l'âme, je touchais à toujours plein de sports en même temps. Donc, lequel sport m'accrochait le plus? C'est pas le football, mais pas nécessairement comme. J'ai beaucoup aimé ça, mais ça a pris du temps avant que l'amour se forge. Et vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à vraiment prendre ça plus au sérieux. Puis le sport aussi me faisait de belles façons. J'avais des belles habilités. Donc, j'ai continué à pousser dans ce sens-là, que ça m'a amené aux États-Unis à l'Université Rice, où j'ai été joué au Texas dans la Division 1, où après ça, je suis revenu au Canada finir à l'Université Laval et dans la Ligue canadienne de football pendant 6 ans, dans laquelle j'ai gagné une Coupe Grey en 2016. Je suis maintenant retraité depuis 2019. Puis c'est ça, ça m'a amené dans le parcours des médias sportifs depuis 2021 à peu près. Là, je suis au Québec dans quelques réseaux pour parler de football, vulgariser le football, essayer de donner une perspective d'anciens joueurs, mais aussi d'amateurs, notamment comme tu as fait référence avec les Jets de New York. Écoute, je suis fièrement un fan des Jets. Je ne suis pas un fan fini, là, dans le sens. Moi, quand je jouais, j'ai arrêté d'être fan de tout le monde. J'étais impossible que je sois fan de quelqu'un d'autre pendant que moi je jouais. Par exemple, tu as parlé de Clemson. Ben, moi, quand je suis arrivé à Rice, avant, j'étais un gros fan de Miami. Mais quand je suis arrivé à Rice, je détestais Miami. J'étais comme, c'est fini Miami. Pour moi, c'est fini. Donc, j'ai toujours eu de la misère pendant que je jouais à être fan de d'autres équipes. Mais là, maintenant que je suis plus vieux, j'ai arrêté de jouer. J'ai encore une attirance évidente pour les Jets de New York dans la NFL. C'est l'équipe de mon enfance. C'est ma première expérience de la NFL où j'y suis allé, je pense, début 2002 ou 2003. Fait que j'avais comme 14-15 ans. Depuis ce temps-là, j'étais fan là, des Jets. J'ai toujours aimé les équipes un peu sous-estimées. Donc, les Jets sont même sous-estimés à même leur ville. Donc, j'ai toujours aimé ce côté-là. J'étais fan des Red Sox pendant que tout le monde était fan des Yankees. Je suis fan des Jets pendant que tout le monde était fan des Pats, puis des Giants, puis tout ça. Donc, tu sais, ça a toujours été un peu mon style. Puis là, maintenant, je suis content. On a Aaron Rodgers peut-être pendant 1 an ou 2. On va voir combien de temps ça va durer. J'étais sûr que j'ai été bien déçu, en tout cas, de quand on n'a pas réussi à finir dernier pour ne pas prendre Trevor Lawrence il y a quelques années. J'étais comme, man, on est vraiment passé à côté de Trevor Lawrence sur une victoire en fin de saison qui n'avait aucun rapport. Mais c'est la beauté et le mauvais côté de la NFL. Tu joues tous les matchs. Ça reste que c'est la plus belle ligue encore. Vraiment pour ça, parce que les joueurs sont motivés à jouer tous les matchs. Donc voilà, mais ça me fait bien plaisir d'être là et de jaser de football avec vous autres. L'autre côté de l'océan, mais en même temps pas tant que ça, parce que vous êtes un peu partout. Fait que j'aime ça pouvoir reconnecter en même temps tout ça en même temps. Non, c'est super, c'est une bonne présentation. Sachant que voilà, je pense que tu le connais, donc il intervient même très souvent avec Jack il a intervenu beaucoup la saison dernière. Il nous a parlé un peu des Alouettes aussi. C'est Renaud Bourbonnais
que tu connais, je pense. Hein, donc, oui, voilà. oui, je connais bien, non? Et que, voilà. Donc, il est. Je sais que maintenant, je crois qu'il a même lancé un podcast, je crois, sur les Alouettes, si je ne me Ouais. trompe pas. Je ne sais pas si tu es avec lui ou pas, j'en sais rien. Mais Non, voilà. je suis pas avec lui, ça s'appelle L'Envol, puis c'est cool, c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. C'est un podcast sur pas mal sur les Alouettes, mais aussi sur la Ligue canadienne de football au C'est complet. bien. Mais en Non, mais français, voilà. c'est bien. J'ai écouté déjà les premiers épisodes. J'ai pas encore tout écouté parce que il faut se mettre à jour de tous les podcasts et tout. Donc, mais Ouais. j'ai écouté. C'était un plaisir et voilà, moi, ça me permet aussi de connaître un peu comment se passe la ligue aussi au Canada et c'est important aussi de le savoir. Donc, maintenant, on va se plonger vraiment dans les Jets. Je te remercie. Et incroyable, on a quand même un champion avec nous aujourd'hui. C'est quand même beau sur la chaîne du Foot US de A à Z. Et on a un joueur qui a joué à Rice, qui a joué en première division universitaire. Alors, franchement, moi, je te dis mon chapeau parce que c'est vraiment incroyable. Je les ai ici, regarde. Incroyable, incroyable. Et voilà, je ne le savais pas. Donc, et encore plus, voilà, moi qui suis amoureux du football universitaire, et je suis peut-être l'un des seuls sur la chaîne. Nous, on est l'équipe de Clemson où on est grands fans. Les autres sont un peu moins fans que nous en universitaire. Ouais. Mais voilà, on est des grands fans. Et moi, je suis un grand mordu. Là, j'attends la week 0 à grands pas, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe à la week 0. Mais je suis prêt à regarder. Tu vois, même, écoute, fan de Clemson, j'ai failli aller à Louisville. J'étais à quelques doigts d'aller à Louisville. Ah, d'accord. Bien. Dans le ACC à l'époque. Ouais. D'accord. Et juste avant de commencer la preview, tu jouais quel poste, Arnaud? Ligne défensif. Ok, très bien. Ok, super. Allez, ce coup-ci, on se pose dans la preview. Donc, pour ceux qui écoutent, pour la première fois, les fans des Jets qui vont écouter cette preview, les previews on a déjà fait pas mal de previews. Elles sont disponibles depuis le 28 juillet, je le répète, sur la chaîne YouTube du Foot US de A à Z et sur les plateformes de podcast. Donc, on va faire un retour rapide sur la saison précédente. On va faire un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On va faire un point sur la draft. On terminera par le calendrier donc, de la saison 2024 qui va venir. Et Arnaud nous terminera donc par faire sa petite pub et sa promo à lui, où on peut le suivre et parler de ton école de foot, ce sera l'occasion. Voilà, super. Eh bien, on y va, on se lance. Donc, la saison démarrait, incroyable. On était hypé, tout le monde était hypé de voir le grand Aaron Rodgers débuter sous les couleurs des Jets de New York. En plus, le jour, c'était un 11 septembre, je crois, ou le lendemain d'un 11 septembre. Il a défilé avec le drapeau en arrivant sur une date historique qu'on aurait préféré pas connaître, mais voilà, qui a marqué l'histoire des États-Unis. Il défile avec le drapeau, il arrive sur le terrain, on est tous hypés. Voilà, que t'aimes ou que t'aimes pas Aaron Rodgers, tu voulais voir ce qui se passait chez les Jets à ce moment-là. Et le rêve a duré 1 minute à peine. Et là, déjà, tu sais que la saison des Jets, elle est morte. Aaron Rodgers se blesse, tendon d'Achille. Un mec quand même qui est rarement blessé, fallait le dire quand même auparavant, qui a toujours fait des bonnes saisons à Green Bay. Il avait 3 petits bobos d'une fois dans une saison, mais il était très rarement blessé. Et du coup, malgré ce contexte-là, vous gagnez quand même ce premier match en overtime contre les Buffalo Bills chez vous. Ensuite, vous enchaînez donc 3 défaites, Dallas, New England, Kansas City, avec un match contre Kansas City qui a très mal démarré, ou après vous êtes revenu dans le match, vous êtes passé devant, et après ça a basculé du côté de Kansas City. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur l'arbitrage et tout ça, qui a peut-être avantagé. Bref, on ne va pas y revenir là-dessus. Ensuite, vous faites 2 victoires juste avant la bye week, donc Denver et les Eagles, c'est quand même pas rien. Vous êtes en bye week en week 7. Ensuite, vous gagnez contre les Giants. Ensuite, s'enchaîne une série de défaites de la week 9 à la week 13, donc contre les Chargers, les Raiders, les Buffalo Bills, Miami et Atlanta. Et après, vous faites une victoire contre Houston. Donc, vous avez quand même remporté des matchs contre des grosses équipes quand même l'année dernière, malgré tout. Bon quart. Vous avez perdu contre Miami, vous gagnez contre les Commanders et vous finissez la saison par l'avant-dernière week, vous perdez aux Browns et vous finissez par gagner chez les New England Patriots pour finir avec un bilan de 7-10, ce qui est non plus pas ridicule parce que vu ce qui s'est passé avec le contexte Aaron Rodgers, en sachant que c'est Zach Wilson qui a pas mal aussi starté. Zach Wilson, voilà, on connaît ses limites maintenant, on va pas se mentir. Alors est-ce que c'est New York était trop pour lui, je sais pas. Voilà, bref, on va pas refaire un débat sur Zach Wilson. Mais toi, Arnaud, voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y aurait la blessure d'Aaron Rodgers, elle fait marquant, on va dire, de la saison des Jets, quoi qu'il arrive. Évidemment, je veux dire, elle a teint la saison au complet. Là, je veux dire, dès la première série offensive, on parlait d'une équipe, ou en tout cas,
Aaron Rodgers est un des seuls joueurs de la NFL qui est capable, à lui seul ou à peu près, de revamper une unité. Tu sais, je veux dire, Tom Brady l'avait fait. Rodgers est capable. C'est rare, les gars qui sont capables de faire ça. Pat Mahomes est capable de le faire, mais Pat, il le fait avec Andy Reid. Tu sais. Aaron Rodgers, il le fait avec n'importe qui. Tu sais, genre, Nathaniel Hackett, viens. Je vais. Anyway, c'est pas grave, de toute façon, je vais changer les jeux à toutes les fois. Tu sais. C'est un peu ça, Aaron Rodgers. Là, tu sais, il s'aligne sur la ligne, puis il regarde si ça c'est exactement ce qu'il voulait. Si c'est pas ce qu'il voulait, il change le jeu. Donc, avoir un coordinateur à l'attaque avec Aaron Rodgers, c'est plus une aide à Aaron Rodgers qu'un gars qui dit quoi faire à Aaron Rodgers. Tu sais. Donc, de cet angle-là, c'était vraiment le fun d'arriver dans une organisation qui est dysfonctionnelle à l'attaque depuis que je suis fan. Moi, je veux dire, j'étais là, Vinny Testaverde, Chad Pennington, je les ai vus passer. Mon apogée de fan est arrivé quand Rex Ryan était là. Mais quand Rex Ryan était là, moi, je suis un gars de défensive. Rex Ryan, qui venait des Ravens de Baltimore, était un tough gars de défensive. Mais l'attaque était, somme toute, assez 2D. Tu sais, c'était Mark Sanchez avec Braylon Edwards. C'était des gros jeux qu'on faisait là, à l'attaque. Et sinon, si on courait la balle, on avait même été chercher le Daniel Tomlinson. On avait quelques bons porteurs de ballon. On courait la balle avec des gros joueurs de ligne à l'attaque, de Brickshire Ferguson, Nick Mangold. On avait des gros gars, mais on courait. Tu sais. Mais maintenant, dans la NFL, il faut que tu aies un corps arrière. Il faut que tu aies un corps arrière au moins pour bouger la balle. Donc, non, c'était très dommage l'année dernière de commencer comme ça. Moi, j'étais sûr que la saison était terminée. Tu sais, je veux dire, c'est impossible. Oui. C'est impossible de gagner avec un carrière substitut pendant 17 semaines. Tu sais, tu peux le faire peut-être pendant 4 semaines, pendant 3-4 semaines, 5 semaines max. Tu peux avoir une excellente année comme les Eagles l'ont fait il y a quelques années, perdre ton corps vedette à la semaine 15, puis même gagner le Super Bowl parce que tu prends tout le monde de court pendant 4 semaines, mais pas 17 semaines. C'est impossible. Est-ce que j'avais beaucoup d'espoir en Zach Wilson? J'en ai eu quand même parce que je trouve que physiquement parlant, il est très habile, mais force est d'admettre que les cartes ont été jouées à une époque COVID où ces carrières-là sont sortis. Justin Fields, Trevor Lawrence, qui avait beaucoup de bagages quand même, mais je vais l'enlever de l'équation. Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones, ces carrières-là qui étaient sortis. Il y avait beaucoup de bémols, comme Zach Wilson qui jouait à BYU, jouait contre des équipes bidons parce que c'était une année COVID, on essayait de faire des matchs, on joue 7-8 matchs, il y a des belles passes, on dit OK, parfait, c'est le deuxième meilleur parce qu'il nous fait penser à Pat Mahomes, mais clairement, sa prise de décision, sa capacité de tout faire ça, vraiment, avec les années qui passent, on s'en rend compte que... Puis toi qui connais bien, je ne vais pas apprendre le football, mais toi qui connais bien le football et puis qui as vu des matchs NFL, ça va tellement plus vite qu'en universitaire. Toi, quand je joue en universitaire, tu vois bien la différence que ça a en NFL. C'est complètement différent. Complètement différent. Puis, tu sais, on regarde des fois le spectacle, la NCAA, parce que c'est grandiose, le spectacle. Exactement. C'est très grandiose. Mais c'est pas toujours très bon ce qui se passe sur le terrain. Là. Les gars sont jeunes, puis ils jouent un peu désorganisés, puis c'est pas nécessairement très, très... C'est le charme du college football. Hein. C'est le charme, mais quand tu es un technicien comme moi, des fois, quand tu regardes ça, tu te fais OK, ouais, c'est pas... Des fois, j'aime mieux regarder la NFL. C'est un peu comme regarder la Premier League puis la Coupe du monde de soccer. Tu sais, la Coupe du monde, c'est vraiment techniquement nec plus ultra, mais c'est moins de passion peut-être que les ligues de première division, peu importe. Mais une chose, par exemple, comme tu as mentionné, les Jets, là, défensivement parlant, là, sont élites. Puis ça, c'est indéniable. Parce que l'année dernière et l'année d'avant, Robert Saleh, qui arrive des 49ers comme coordinateur défensif, s'en vient comme entraîneur-chef. Moi, je dis toujours, si tu veux juger ton entraîneur-chef, il faut au moins que tu regardes, est-ce qu'il est capable de rehausser son côté du ballon? Si c'est un entraîneur-chef défensif, est-ce que la défensive est immédiatement supérieure? Robert Saleh fait des miracles. Ben, pas fait des miracles, mais ils ont bien repêché. Ils coachent bien. Et son identité, sa culture qu'il avait à 49ers est très, très bien implantée aux Jets. On a des bons demi-défensifs qui couvrent bien homme à homme et en situation de zone. Autant Sauce Gardner que DJ Reed que les autres, ils jouent du bon football et ils vont chercher le corps arrière. Ils ont des joueurs de ligne défensive, ils en ont plus que n'importe qui, comme les 49ers faisaient. Donc, tu me nommes les victoires des Jets l'année dernière avec un corps arrière substitut, battu qui? Les Bills, les Eagles, tu en as nommé quelques-uns tantôt, des bons corps arrière qu'on a muselés complètement. Donc, c'est une défensive top 3 de la NFL. Moi, je suis pas mal sûr que c'est une top 3 de la NFL.
statistiquement parlant, l'année dernière, elle était top 3 de toute façon partout dans les statistiques. Donc, je pense qu'elle va encore l'être cette année. Et tu rajoutes justement Aaron Rodgers cette année. Là, je pense que les Jets pourraient, en tout cas, en restant en santé, si on pense que la défensive garde. En gros, Aaron Rodgers a besoin de a besoin de marquer 21 points, puis les Jets ont 11 victoires. Moi, c'est comme ça que je le vois. S'il marque 21-22 points par match, défensive garde ça en bas de 20, 85% du temps, l'année dernière, avec un corps substitut, ils vont donner 19 points, 20 points. Si Aaron Rodgers marque 21-22 points, les Jets pourraient avoir 11 ou 12 victoires assez facilement. C'est un peu mathématiquement comme ça que je le vois s'il reste en santé, puis je pense que c'est très atteignable. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Quand on voit, de toute façon, quand on voit la décharge, j'ai devant moi Jermaine Johnson, Quinion Williams, Javon Kinlaw, Quincy Williams, CJ Mosley, Jermaine Sheward, Sauce Gardner. Voilà, il y a des gros noms. Puis pareil, après, tu as les remplaçants. Tu as McDonald's, tu as Thomas, tu as Clemens, voilà, il y a Zerbarn. Voilà, il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. Et c'est sûr que voilà, Robert Saleh, on voit bien qu'il est plus à l'aise défensivement qu'offensivement. On le voit bien là-dessus. Il y a pas, c'est pas de lui manquer de respect de dire ça. Bien au contraire, hein, bien au contraire. Mais voilà, c'est sûr que les Jets passent dans une autre dimension. Aaron Rodgers est là. Et ils sont potentiellement playoff-fables. L'année dernière, ils étaient potentiellement playoff-fables en pré-saison. Quand Aaron Rodgers s'est blessé, vous faites 7-10. Mais voilà, on savait très bien psychologiquement pour que l'équipe se remette déjà de la blessure de ton quarterback star. Et ça faisait combien de temps que vous n'avez pas eu un quarterback comme ça chez les Jets à New York? Et voilà, il n'y en a jamais eu. Donc, Joe Namath, il y a 60 ans, là, je veux dire, c'est ça. Seul, exact, c'est le seul talent à l'offensive qu'il y a eu comme ce qu'Aaron Rodgers a là, en ce moment. Là, je veux dire. Et Aaron Rodgers, bon, sa dernière année à Green Bay avant de partir, c'était à peu près, c'était pas fascinant comme année, mais il faut se remettre en contexte, c'est beaucoup d'ambiguïté, fin de carrière là-bas, il ne savait pas s'il voulait rejouer ou non, tout ça. Bien sûr. Moi, l'année passée, j'étais sûr qu'Aaron Rodgers allait tout casser, motivé, déterminé à prouver aux gens qu'ils avaient tort, veut jouer, retrouve le désir de partager des moments de football avec des coéquipiers. Il est à New York. J'étais comme ça pourrait exploser d'une certaine façon. Puis, est-ce qu'Aaron Rodgers vaut à lui seul 4 victoires, 5 victoires comparativement à un Zach Wilson qui, statistiquement parlant, était dernier l'année dernière? Il n'y en a pas un qui était pire que Zach Wilson et les Jets ont fini 7-10. Donc, de cet angle-là, je me dis, Aaron Rodgers doit valoir au moins 4 victoires. Puis, donc, un 11 victoires est très atteignable je pense, pour les Jets si Aaron Rodgers reste en santé. Puis, comme tu dis, on oublie du côté du ballon, mais Breece Hall, probablement top 3 porteur de ballon de la NFL en ce moment. Ligne à l'attaque. Moi, c'est la ligne à l'attaque. Mon gros bémol, c'est la ligne à l'attaque. Est-ce qu'elle peut rester en santé? Tyron Smith, qui vient de Dallas, n'a pas coûté très, très cher. S'il joue, il va coûter cher. S'il ne joue pas, il ne coûte pas cher. Donc, est-ce que Tyron Smith n'a pas joué en santé une saison complète depuis, je pense, 8 ans? Fait qu'on le sait qu'il ne jouera pas. Il repêche un jeune joueur là-bas, fort chez nous, qui a un début de pré-saison extraordinaire. Est-ce que Vera Tucker aussi peut rester en santé? Ils ont mis du capital pour repêcher à l'offensive, pour signer à l'offensive. Mais il faut que les gars restent en santé. Ouais. Si les gars restent en santé, ça peut être extraordinaire. C'était déjà l'interrogation qu'on avait l'année dernière avec les Jets. C'était la ligne offensive. Est-ce que la ligne offensive va... On l'a vu déjà les premiers plays. Aaron Rodgers est déjà mis sous pression tout de suite au jeu contre les Bills. Les joueurs sont prêts. C'est le début de saison, mais on a vu tout de suite qu'il prenait la pression quand même sur le premier drive qu'il joue. Il prend déjà une grosse pression. Mais déjà là, je veux dire, Nathaniel Hackett, qui était coach à Denver, se fait engager comme coordinateur à l'attaque aux Jets à cause vraiment de l'approbation d'Aaron Rodgers. Mais les premiers jeux dont tu parles, là, si je ne m'abuse, là, il y a eu 2 jeux sur 3 où c'était des jeux de courte passe. Un genre de Aaron Rodgers prend la balle puis doit la dégainer rapidement. Et on demandait aux joueurs de ligne à l'attaque de couper les joueurs qui sont devant eux. Regarde partout dans la NFL, là, plus personne ne fait ça. Ouais. Plus personne ne fait ça parce que c'est dangereux. Tu rates le gars devant toi, tu as ton carrière qui est complètement... exposé tout de suite. Bien sûr, il est exposé. Alors là, dès le début, je vois les Jets faire ça. Je me dis, mais quelle mauvaise idée. Le jeu d'après, ils refont.
Et là, Aaron Rodgers se fait prendre, puis je te garantis qu'ils ne feront pas ça encore. Ça, Ouais. je le jure qu'ils ne le referont plus. Donc, c'était une mauvaise idée, puis ça témoigne un peu de Nathaniel Hackett, d'après moi. Là. Donc, Nathaniel Hackett, avant d'être au Broncos, était aux Packers, le coordinateur offensif avec Aaron Rodgers. Donc, ils ont voulu marier le truc pour accompagner Aaron Rodgers. Et puis voilà, c'était le bon compromis, on va dire, le bon compromis. Voilà. Écoute, même à l'époque, Nathaniel Hackett s'était fait engager par Denver comme coach en chef pour attirer Rodgers dans un échange de sign and trade avec Denver. Donc, Denver voulait Aaron Rodgers et ça lui prenait Nathaniel Hackett pour dire « J'accepte de me faire échanger et je vais signer un contrat avec vous. » Ils ont été chercher Nathaniel Hackett et finalement, Rodgers a dit « Non, ça ne me tente plus. » Et Denver a été chercher Russell Wilson. C'est comme ça que c'est fait, ouais. Donc, ça a été mauvais du côté de Denver, une mauvaise gestion. Mais... J'avais oublié ce petit détail de l'histoire. Oui. Exact. Mais en gros, je reviens à ce que je te disais tantôt. Un coordinateur à l'attaque, même si c'est Matt Lafleur à Green Bay, qui est très, très bon. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière. Là, je veux dire, il est très, très bon. Là. Même moi qui en doutais un peu, finalement, je retire tout ce que j'ai dit sur Matt Lafleur. Il a coaché toute une année l'année dernière. C'est un excellent coach offensif. Mais Aaron Rodgers, reste que c'est lui le coordinateur à l'attaque, comme Peyton Manning l'était, comme Tom Brady l'était à la fin. Tu sais, tu peux appeler un jeu, mais si Aaron Rodgers ne l'aime pas, il va le changer. Tu sais, donc, exactement. Ça lui prend un allié plus qu'un boss, là, tu sais, parce que lui, sur le terrain, il a la capacité de tout changer le jeu s'il veut le changer, ce que la plupart des carrières ne sont pas capables de faire. Exactement. C'est la force, c'est l'une des forces d'Aaron Rodgers. Ça et sa précision, c'est l'une des forces. Ouais. Écoute, c'est ça. Des gars comme Peyton Manning, comme Tom Brady, comme Rodgers, leur grosse force, c'est le contrôle de la ligne de mêlée. Et donc, tu es une défensive, tu te prépares très, très bien. Tu as choisi le bon jeu contre le jeu que le coordinateur à l'attaque a appelé. Mais là, Aaron Rodgers se place, reconnaît le jeu, arrive à le voir et change de jeu. Change la protection, change de jeu, dit au receveur quoi faire. Il suffisait de le regarder voir avec Davante Adams. Davante Adams, quand les deux étaient à Green Bay, Aaron Rodgers, des fois, ça pouvait être un clin d'œil, ça pouvait être un doigt, deux doigts, regarder quelque chose, faire un signe et changer le tracé des receveurs. Donc, ça fait en sorte que, comme défensive, il s'est rendu épouvantable de jouer contre des carrières comme ça parce que tu as beau choisir le bon jeu contre leur jeu, mais le gars le voit et le change à la ligne de mêlée. Donc, tu es tout le temps en rattrapage un peu, tu sais. C'est ça. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait un bon petit retour quand même sur la saison dernière. On passe maintenant à la Free Agency. Je vais lister la liste des départs des joueurs qui sont partis. Et après, tu me dis si tu regrettes des joueurs ou si tu dis il fallait que tout le monde s'en aille et ça fait du clair pour recruter. Donc, le quarterback Brett Ripien est parti aux Bears. Le quarterback Trevor Siemian, c'est toujours free agent. Zach Wilson est parti chez les Broncos. Randall Cobb, le wide receiver, est au free agent. Le wide receiver Corey Davis est toujours free agent. Le tight end CJ Uzuma est parti chez les Eagles. Offensive tackle Mickey Beckton est parti chez les Eagles. Offensive tackle Dwayne Brown est toujours free agent aujourd'hui. L'offensive tackle Billy Turner est toujours free agent. L'offensive guard Laken Tomlinson est parti chez les Seahawks. Le centre Connor McGovern est toujours free agent. Le edge Bryce Huff est parti chez les Eagles. Le edge Carl Lawson est toujours free agent. Le defensive line John Franklin Myers a été trade aux Broncos. Le defensive line Quinton Jefferson est parti chez les Browns. Le defensive line L. Wood est toujours free agent. Le cornerback Brice Hall, donc pas le running back, est parti chez les Buccaneers. Donc le cornerback et le safety Jordan Whitehead est parti aussi chez les Buccaneers. Toi, Arnaud, est-ce que tu regrettes un joueur dans la liste que je viens de citer ou pas dans l'effectif? John Franklin Myers, c'est un excellent joueur de ligne défensive qui a quitté malheureusement. Mais écoute, ça fait partie du roulement qui était à s'attendre. Là, on a tellement de joueurs de ligne défensive, puis les gars jouent bien, ils sont bien coachés, ils ont des bonnes saisons, ils accumulent des statistiques, ils veulent se faire payer. John Franklin Myers, ça, je suis un peu déçu parce qu'en plus, c'était un capitaine, si je ne m'abuse. Quinton Jefferson aussi, comme un bon côté physique. Puis Bryce Huff, le seul... J'aimais beaucoup, beaucoup Bryce Huff. Bryce Huff, c'était un joueur vraiment unique dans la NFL. C'était l'ailier défensif avec le meilleur taux de réussite de pass rush de la NFL au complet, en avant tous les noms dont tu peux penser.
il était premier depuis 2 ans, 2 saisons consécutives, mais il jouait uniquement 35-40% des jeux parce que c'était un gars qui n'était pas régulier dans l'alignement. Il faisait partie d'une rotation. Et il n'a pas été repêché, Bryce Hoff. C'est un gars qui a été undrafted, comme on dit dans le jargon. Donc, j'aimais beaucoup son parcours parce que c'est un gars qui a travaillé fort pour être là où il est maintenant. Il n'a pas été repêché, travaillé fort, passé à travers toutes les pires mœurs de camp d'entraînement de la NFL où tu as peur de te faire couper à chaque seconde qui passe. Puis tu ne vaux rien jusqu'à un joueur élite. Mon seul problème avec ça, c'est plus la. Ben, j'imagine que tu vas en parler par rapport aux acquisitions, mais d'avoir laissé partir Bryce Hoff pour aller chercher Hassan Reddick, puis il y en a un qui ne joue plus, puis l'autre joue. Tu sais, ça, je trouve que c'est un peu mauvais d'avoir grossi Bryce Hoff puis de l'avoir laissé partir pour aller chercher un gars comme Hassan Reddick qui a fait sa carrière ailleurs et là qu'on signe et qui ne joue pas. Ça, je trouve que c'est une mauvaise gestion, mais pour tout le reste, McGovern, Lincoln Tomlinson, Mekhi Becton, que j'aimais beaucoup, mais trop blessé, puis à la fin, il n'était plus l'ombre de lui-même. Donc non, je pense qu'on a laissé partir tous les joueurs qu'on pouvait se défaire. Sauf Franklin Myers, ça, j'étais un peu déçu parce que tu es un gars de caractère aussi. OK. Ben, merci pour ton retour. Maintenant, on va faire place aux arrivées. Donc, le quarterback Tyrod Taylor signe un contrat de 18 millions de dollars. Le wide receiver Mike Williams signe un contrat de 1 an pour 15 millions de dollars. L'offensive line John Simpson signe 2 ans pour un contrat de 18 millions aussi. L'offensive tackle Morgan Moses a été trade avec les Ravens pendant la draft ou avant la draft, je ne sais plus. L'offensive tackle Tyron Smith signe un contrat de 20 millions de dollars. Le defensive line Leki Fotu signe en tant que free agent. Le defensive line, Javon Kinlaw signe en tant que free agent. Le edge, Hassan Reddick, en provenance des Eagles, signe chez vous, mais pour le moment, Hassan Reddick est toujours, ne s'est pas présenté au camp pour des problèmes de contrat. Donc, bref, à voir ce qui va se passer avec Hassan Reddick. C'est bizarre, on en parlera peut-être vite fait, mais voilà, c'est bizarre ça. Comment ça se passe avec lui. Le edge, Salomon Thomas re-signe avec vous. Le cornerback Isaiah Oliver signe un contrat de 1 an. Le safety Chuck Clark re-signe aussi. Le safety Anstin Davis re-signe aussi un contrat avec vous. Le kicker Greg Zerlin re-signe un contrat de 8,4 millions de dollars. Et le punter Thomas Morsted re-signe aussi 2 ans chez les Eagles. Pour toi, là, au niveau de la liste, t'en penses quoi, Arnaud? Il y a eu des renforts quand même. Très content de certaines re-signatures comme Thomas Morstead ou Greg Zerline. Je pense que c'est 2 gars qui assurent en tout cas les côtés de dégagement et de placement. Je pense que c'est 2 gars très stables, surtout Morstead, Pro Bowler, Butter, tu ne laisses jamais partir ça. John Simpson, Morgan Moses, j'adore les acquisitions. 2 gars un peu plus vieux. Que leurs équipes voulaient avoir un virement plus jeune. Mais j'aime ça, des gars vieux autour d'Aaron Rodgers. Je ne veux pas trop de gars jeunes. Ça prend des vétérans, des gars qui vont pouvoir être à l'aise et comprendre le langage rapide de Rodgers. Donc ça, j'adore ça. Mike Williams est toujours blessé. Donc c'est vraiment comme c'est une bonne acquisition dans le sens où on va voir. On va voir, ça ne coûte pas cher, c'est 1 an. On va voir ce qu'il est capable de faire. Reste que tout va passer dans les mains des joueurs qui sont déjà établis là au lieu de Mike Williams. S'il peut venir se rajouter, merveilleux. Tyron Smith aussi, même chose. Reste à voir s'il peut rester en santé. Mais en même temps, on est allé repêcher un gars pour aider à ce niveau-là. Donc, des bonnes signatures pour moi. Puis, des vétérans. Puis tu sens que les Jets poussent pour avoir la meilleure équipe possible cette année, puis la meilleure équipe possible l'année prochaine, avec le plus de vétérans puis le moins de recrues possible parce que tu n'as pas le temps de développer. Tu as juste besoin tu as comme 2-3 ans pour t'occuper d'avoir la meilleure équipe autour d'Aaron Rodgers. Donc, dur de le faire avec des gars jeunes. Donc, ils prennent un virage plus vétéran, puis en espérant que tout le monde reste en santé. C'est vraiment ça le gros bémol. OK. Et puis toi, le cas Hassan Reddick, là, t'en penses quoi, là le joueur, il joue un peu avec le feu, je pense. C'est plus lui que les Jets qui sont en top. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve qu'ils se sont fait un peu avoir par les Eagles. Là. Les Eagles, en gros, se sont débarrassés d'un problème, puis ils sont allés signer Bryce Hoff. Fait que, tu sais, ils sont comme fait, regarde, prends Hassan Reddick notre problème, puis nous, on va signer ton gars que tu veux plus, tu sais. Donc,
ça, je trouve que Ouais, tu te mets en les danger. Eagles vont en avoir passé une pas pire aux Jets. Mais les Jets semblaient avoir eu confirmation que Hassan Reddick allait se présenter puis tout ça. Donc, ils ont fait ça justement pour avoir un gars avec plus d'expérience. Hassan Reddick qui a plus d'expérience, plus de vécu, tu allé jouer au Super Bowl, dans des affaires comme ça. Mais bon, là, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'Hassan Reddick, ça va coûter très, très cher. J'espère qu'il va se présenter puis jouer la saison en disant les boys, je suis désolé, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour avoir le meilleur contrat possible. Puis en même temps, un bon locker room de vétérans va comprendre sa situation, va dire regarde, es-tu correct pour y aller? Là? Oui, ok, on y va, mais peut-être les jeunes auraient été offusqués un peu de ça, le clash entre les jeunes et les vieux, là, mais je pense que les vieux vont comprendre. Là, c'est juste bon, es-tu là? Oui, ok, on y va. Ouais, de toute façon, c'est une affaire de business, hein, la NFL, avant tout. Hein, donc, C'est une affaire de business. C'est sûr que ce qui est plate, c'est que là, l'équipe se construit en ce moment avec beaucoup de nouveaux visages, puis Hassan Reddick n'est pas là. On espère qu'il soit là. Mais c'est un vétéran, je veux dire, il peut se présenter 4 jours avant, puis les joueurs vont l'accepter. De toute façon, ils le connaissent. Ils ont déjà joué contre, ils ont déjà joué avec. Puis là, ben, ça va se placer. Moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix de jouer, parce que sinon, ça va coûter tellement cher que, je veux dire, les amendes sont tellement salées si tu es un vétéran, puis tu ne te présentes pas, puis tu ne joues pas, que je ne vois pas comment il pourrait ne pas jouer. Il a demandé une demande d'échange, que je pense que les Jets, la même journée, a émis un communiqué en disant on n'échangera pas Hassan Reddick. Il nous avait dit qu'il allait être là. Il n'y a qu'à être là. S'il ne veut pas être là, ben, il prendra les amendes. Puis c'est genre 50 000 $ par jour, les amendes. Ouais, ça va lui coûter une petite fortune. Une semaine, ça te coûte $250 000. Là. Tu réfléchis quand même. Là. Un petit peu. Hein. Nous, moi, je le veux bien. Hein, s'il n'en veut pas, il peut me faire. Je peux lui donner je peux lui donner mon compte. Il me fait un virement PayPal. Là, ça va aller. Tu peux y aller à t'appeler Hassan Reddick, voir. Bonjour, c'est moi. Bon, très bien. Bah, je pense qu'on était complet sur les arrivées et les départs. Voilà. Au niveau du coaching staff, c'est stable. Je vais le répéter, voilà, c'est Robert Saleh qui est toujours le head coach. Hein, tu en as parlé bien avant. On a toujours donc Nathaniel Hackett qui est coordinateur offensif, du moins, on peut le dire, avec Aaron Rodgers. Jeff Ulbrich qui est toujours le défensif coordinateur aussi. Et puis le special team, Brian Boyer qui est toujours le special team. Voilà, en gros, voilà, ça n'a pas bougé. C'est plutôt stable de ce côté-là, du côté des Jets. Voilà. Ça a failli bouger, par exemple. Ça, c'est une histoire qui n'a pas été très, très bien racontée, mais Arthur Smith, qui était l'ancien entraîneur-chef des Falcons, est allé coordinateur à l'attaque des Steelers. Il va être coordinateur à l'attaque des Steelers cette année. Mais Arthur Smith avait une entente avec les Jets jusqu'à temps que Rodgers décide qu'il ne voulait pas. Mais il avait une entente avec les... Ah non, excuse-moi, c'est pas Rodgers qui a dit qu'il ne voulait pas, c'est Woody Johnson, le propriétaire. Le propriétaire. Donc, il voulait qu'Arthur Smith vienne pour être un peu assistant à Nathaniel Hackett. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils avaient probablement une lacune au point de vue de coordinateur à l'attaque, mais que c'est l'acolyte de Rodgers. Donc là, il voulait trouver une façon de faire en sorte que Rodgers soit content, mais qu'ils aient de l'aide dans l'esprit créatif à l'offensive avec un gars eux jugeaient plus compétent que Nathaniel Hackett. Et donc, ils avaient une entente en place avec Arthur Smith à laquelle Woody Johnson a dit non finalement parce qu'il disait qu'il ne voulait pas de créer de bisbee à l'interne. Mais ça aussi, c'est un gros bémol de l'équipe, de donner autant de pouvoir à Aaron Rodgers. Il l'a fait pendant longtemps avec Mike McCarthy. Tu me diras, ça a très, très bien fonctionné. Mais c'est l'effet LeBron James. Le gars, il rentre, tout va très bien, puis dès qu'il part, tu fais quoi? Exact. Donc, c'est pas très bon au niveau organisationnel. Bon, bah, très bien. Et bah, ce coup-ci, on part du côté de la draft. Je vais citer la liste de la draft des joueurs draftés et on échange après. Donc, en round 1, choix 11, vous prenez Olu Fashanu de Penn State. En round 3, vous prenez le wide receiver Malachi Corley de Western Kentucky. Tour 4, 134e position, vous prenez le running back Braden Allen de Wisconsin. Tour 5, vous prenez le quarterback Jordan Travis de Florida State. Tour 5, toujours le running back Isaiah Davis de South Dakota State. Tour 5, toujours le cornerback Quetez Stiger qui vient de CFL. Donc, tu dois connaître, je pense, plutôt mieux que moi. Et le dernier choix, round 7, 257e position, le safety Jalen Kay de Alabama. Bon, ça a drafté, voilà,
Les deux running backs, j'ai du mal. Pourquoi avoir pris les deux running backs, je sais pas. Mais voilà, donne-moi ton avis, toi, Arnaud. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette draft? Ben, premièrement, je trouve que j'ai aimé tous les choix de repêchage des Jets. Je pense que Joe Douglas repêche très, très bien depuis qu'il est en place. Je pense qu'il a raté sur Zach Wilson, malheureusement, mais je ne suis pas sûr que ça venait de lui. Il a raté sur Mekhi Becton, mais Mekhi Becton, à sa première année, était extraordinaire. Il était incroyable. C'est juste qu'il était tellement gros puis il s'est tellement blessé qu'il est plus l'ombre d'un joueur. Mais le gars qui est arrivé à sa première année aux Jets, pour moi, ce gars-là allait au temple de la renommée. Malheureusement, les blessures se sont empilées. Mais moi, je pense que Joe Douglas repêche très bien et de façon intelligente. Donc, j'ai beaucoup aimé Olu Fashanu. Beaucoup de personnes parlaient de receveur de passe, de l'y rapprocher. Bon, il va avec une valeur sûre, je pense, puis et qui est probablement le meilleur bloqueur du repêchage avec Joe Alt. Mais moi, j'aimais mieux sur film Olu Fashanu que Joe Alt. Donc, il s'en vient à sa position naturelle, va apprendre derrière Tyron Smith. J'ai adoré ça. Les deux porteurs de ballon, moi, ce que je pense, premièrement, c'est très important maintenant de bloquer comme porteur de ballon. Il faut que tu sois capable de bloquer, surtout quand tu as un corps comme Aaron Rodgers. Il faut que tu sois capable de le protéger. Donc, un gars comme Braylon Edwards, qui est immense, est un excellent bloqueur. Et en plus de ça, je pense que les gens sous-estiment à quel point le kick-off return cette année va avoir un impact dans la ligue. Tu sais, le retour de beauté d'envoi, la nouvelle structure, les nouveaux règlements vont faire en sorte qu'il va en avoir beaucoup. Et qui va faire ça? Peut-être ça va être des porteurs de ballon parce que les schémas offensifs vont être plus portés vers à ce à quoi ressemblerait une course d'un porteur de ballon, par exemple, que d'un receveur de passe ou d'un retourneur comme on voyait à l'époque. Donc, les blocs, comment ça va se dessiner, tout ça, j'ai l'impression que ça va plus ressembler peut-être à un jeu au sol. Et donc, on pourrait voir peut-être des porteurs de ballon prendre beaucoup de répétitions à ce sens-là. Puis Malachi Conley, j'adore ce choix-là. C'est comme une espèce de Deebo Samuel 2.0, un gars très physique qui va être capable d'attraper la balle dans les zones courtes puis gagner du terrain. Donc, j'ai bien hâte de voir ce gars-là jouer, mais je sais que les Jets étaient très, très excités de pouvoir le repêcher en ronde numéro 3. Donc, j'aime les choix. Puis encore une fois, toujours des choix assez sûrs et sécuritaires. Plate un peu pour les amateurs, mais plus souvent qu'autrement, tu es gagnant comme directeur général quand tu fais ça à long terme, surtout quand tu as un bon carrière. OK. Et Quintez Stiger, pour toi? Oui, tu as raison. Parle-moi-en un petit peu, vas-y. Super choix intéressant. Écoute, un gars qui a arrêté de jouer au football pour soutenir sa famille en sortant de l'université. Il a arrêté, je pense même l'université, si je ne m'abuse. Il est arrivé un événement dans sa famille qui a arrêté de jouer au football. Apparemment, c'est un gars extraordinaire, des valeurs extraordinaires, toute une histoire de football. Il est arrivé dans la Ligue canadienne, fait les essais, s'est fait prendre par les Argonauts de Toronto, fait l'équipe, domine. Je pense que l'année dernière a été élu recrue de l'année. Et là, et redevient éligible, si tu veux, au combine de la NFL, étant donné qu'il n'a jamais fait tout ce processus-là. Il a juste arrêté de jouer au football. Donc là, était encore disponible à un repêchage de la NFL, se met éligible. Moi, je pense que pour un gars qui a une année pro sous la bannière, gros physique, de repêcher ce gars-là en 5e ronde, c'est toute une aubaine. Puis tu rajoutes du talent à une tertiaire qui, clairement, en a pas de besoin. Mais c'est intelligent, tu prépares déjà le départ, peut-être potentiellement d'un des deux, de DJ Reed, de Sauce Gardner, lequel va partir en premier, d'avoir un nouveau gars plus jeune avec l'expérience qui arrive. Écoute, Braylon Browner l'a fait à l'époque avec les Seahawks, un demi de coin, toute étoile dans le CFL qui arrive dans la NFL qui domine tout le monde aussi. Donc, c'est grave de trouver un gars qui a déjà joué pro. La CFL est globalement, le niveau est beaucoup plus relevé que la NCAA. Là, je veux dire, c'est des professionnels. Il y a moins d'erreurs d'assignation. Les gars sont des professionnels. Tout est plus élevé que la NCAA quand tu regardes. C'est bizarre. Peut-être que les gens, je les étonne avec ça, mais le niveau de football est plus élevé dans la CFL que la NCAA globalement. Peut-être pas genre à Georgia ou à Alabama, mais globalement, puis même là. Mais d'avoir un gars qui a passé une année professionnelle sous sa cravate, à prendre des jeux, être discipliné, tout ça, c'est gros d'aller chercher un gars comme ça en 5e ronde. OK. Bon, ben voilà. Ben, si Quintez Stiger s'impose petit à petit on va dire, dans l'effectif des Jets, toi, tu ne seras pas surpris, quoi, on va dire. Non, absolument pas. OK. C'est noté. On l'a l'info dans le Foot US de A à Z sur cet épisode
On leur sortira, Arnaud, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, je pense qu'on a été très clair sur la draft. Moi, j'adore Olof Chanou, Malaki Corley, pareil, au 3e tour. J'aime bien Brendan Allen, pourquoi pas. Après, Isaiah Davis. Bon, bah, j'étais, voilà, j'aurais, à sachant les joueurs qu'il y avait encore, pour même ramener un autre wide receiver, ça m'aurait pas gêné, quoi, à cette position-là. Mais après, voilà, on a pris un running back, voilà. Pourquoi pas, on n'en a jamais assez non plus. Il suffit que Brissol ne passe pas une saison complète. Ouais. Et il nous faut quand même un bon deuxième wide receiver derrière. Donc voilà, un bon running back, pardon. Excusez-moi, derrière. Bon, très bien. Eh bien, ce qu'on fait, on bascule sur le calendrier 2024. Je liste la saison et je te donne mon prono. Et puis après, on réchange ensemble là-dessus. Donc, vous commencez la saison par 2 matchs à l'extérieur. Vous allez à San Francisco, ensuite à Tennessee. Après, vous aurez 4 matchs à domicile. Les New England Patriots, Denver Broncos, Minnesota, les Buffalo Bills. La week 7, vous allez à Pittsburgh. Ensuite, vous allez chez les New England Patriots. Week 9, vous recevez les Houston Texans. Week 10, vous allez chez les Arizona Cardinals. Week 11, vous recevez Indianapolis. Week 12, vous êtes en bye week. La week 13, sortie de bye week, vous recevez les Seattle Seahawks. En week 14, vous allez à Miami. Week 15, vous allez chez les Jacksonville Jaguars. Week 16, vous allez recevoir les Los Angeles Rams. Week 17, les Buffalo Bills. Et week 18, les Miami Dolphins chez vous. Alors moi, sur le bilan global, voilà, j'annonce au minimum 17 pour les minimum, hein, 17 pour les Jets, avec, si tout le monde, ça passe bien, tout le monde est en santé, comme on l'a répété tout l'épisode. Hein, on a vraiment cité, tu l'as répété plusieurs fois, ce bémol-là. On a des vétérans, il faut que tout le monde reste en bonne santé, il faut que tout le monde… Voilà, ça sera important pour la réussite des Jets cette année. Et je me dis, voilà, j'ai sélectionné 3 matchs. 3 matchs à l'extérieur obligatoires, dont un match de division. J'ai choisi quand même le premier, qui ne sera pas facile, mais le premier contre les 49ers. On sait que les 49ers, c'est une grosse équipe. Ça ne sera pas facile. Mais les Bears, ils l'ont fait avec Justin Fields il y a 2 ans. Ils nous ont battu la première journée. Bon, sur un temps exécrable, il pleuvait, machin. Bref, mais ils ont gagné le match. On sait que les équipes-là, c'est comme Kansas City, c'est comme les Buffalo Bills, c'est comme… Déjà, des fois, la week 1, eh ben, on est prêt, mais sans être tout à fait prêt, on peut laisser passer le match. On l'a vu les derniers à Kansas City contre les Lions. Les Lions ont clairement mérité leur victoire. Je me dis, déjà, t'accroches déjà celui-là, tu vas le chercher à l'extérieur. Déjà, ça peut te lancer ta saison déjà dans un super top saison. Ça ne sera pas facile à faire, mais j'en sélectionne 3 exprès. Ensuite, il y a le match contre les New England Patriots, qui est un rival de division en week 8. C'est en milieu un peu de saison. Okay. Je me dis, celui-là, il faut le passer, il faut le gagner. Parce que je dis que tu ne gagnes pas à New England. Je me dis, bon, ben, la saison, des fois, tu vois, c'est le match qui peut te faire basculer ta saison dans une top positif et qui peut te faire aller jouer, on va dire, la division. Et ensuite, j'ai choisi le match en week 14 ou celui en week 17. J'avais du mal. Soit celui de Miami en week 14, soit celui de Buffalo en week 17. Je me dis, ben, il faut en gagner sur les 3 que j'ai cités. Il faut en gagner au moins 1, voire 2. Et au bilan, eh ben, il a 11-6, quoi. Je me dis 11-6. Et si c'est mieux, c'est 12-5. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pour toi, c'est jouable ou je raconte des bêtises? Non, très jouable. Je pense que en plus que tu peux dire en plus que d'après les statistiques de pré-saison, les Jets sont le 4e calendrier le plus facile de la NFL cette année au moment où on se parle. Donc, quand tu considères ça, le fait que je ne pense pas que les Patriots vont être très, très bons, moi. Tu as encerclé ce calendrier-là. Moi, j'ai dit hier sur mon X ou Twitter, fut une époque, que je pense que les Pats allaient avoir le pire dossier de la NFL cette année. Ah, attends, ton micro a débarqué, là. Ton micro a débarqué. J'étais en muet, pardon. Je l'avais coupé. Excuse-moi. C'est pour ça que je dis, celui-là, il faut aller le gagner. C'est quasiment celui-là, il faut aller le gagner absolument. Il ne faut pas le perdre, quoi. Il ne faut pas le perdre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'ils gagnent leurs 2 matchs contre les Pats. Ils peuvent égaler 1-1 contre les Bills et peut-être 1-1 contre les Dolphins. Une chose est sûre, recevoir les Dolphins à la maison fin décembre, début janvier pour finir l'année, c'est excellent parce que les Dolphins, Tua Tagovailoa n'est pas capable de lancer une balle dès qu'il ne fait pas 35 dehors, gros soleil. Donc, je veux dire, ça, c'est avantage Jets.
Une bonne neige à New York le 5 janvier, c'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est sûr qu'ils gagnent le match avec tout leur porteur de ballon. C'est exactement pour ça qu'on a été faire ça. Mais sinon, je pense que le début de saison, comme tu dis, à 49ers, c'est sûr que ça va être c'est un gros match. Là. Je veux dire, je ne sais pas si ça pourrait être même le preview d'un Super Bowl, mais c'est ce genre d'équipe-là. Là, c'est quand même, ça va être un très, très gros match. De sortir de la pression de New York aussi, j'ai hâte de les voir jouer sur la route. Puis c'est une bonne équipe qui voyage sur la route. Tu as une bonne défensive, ils pass rush, c'est excellent sur la route. Titan, deuxième semaine, très, très, très gagnable. Patriots à la maison, je pense que c'est une victoire. Broncos, jeune équipe, victoire encore. Vikings, je pense que ce n'est pas fait au niveau du carrière. Moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher ce match-là. Leur gros premier test, c'est contre les Bills le 14 octobre à la maison. Après ça, Steelers, Patriots, je veux dire, Texans, j'ai bien hâte de voir parce qu'en plus, l'année dernière, ce que tu as dit des scores de l'année dernière des Jets, les Jets jouent très, 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 très bien contre les meilleurs carrières de la NFL. Donc, ça, c'est cool parce que quand tu te prépares, tu te dis, OK, mais les meilleurs quarts, on a la recette contre eux. Donc, ça fait en sorte que moi, je pense qu'un 11-6 est très louable pour les Jets. Tu as dit 17 minimum. Moi, je pense que tu as bien raison. Et je pense que ça va être entre eux et les Bills pour champion de division. Je pense que je ne vois pas. La FC Nord va être la FCS, pardon, j'ai une bêtise. La FCS va être dur à pronostiquer qui va la gagner. Hein, parce qu'entre les Bills. Ça va être c'est un gros top 3. Les Bills sont. Puis les Bills, on a quand même le point d'interrogation. On a Josh Allen, mais par contre, l'attaque a complètement changé. Donc, à voir ce que ça va donner. Du moins, au niveau de la receiver room, parce que les running backs, ça sera quasiment les mêmes. Mais au niveau de la receiver room, la ligne aussi a pas mal changé. Donc, il y aura des choses quand même à voir. Miami, on sait ce que font Miami. Ça va très vite. S'ils arrivent à mettre leur jeu en place, ils peuvent être embêtants. Et puis, New England, les Patriots, ils sont en reconstruction totale. Et là, je pense que ça va être encore une saison compliquée pour eux. Quoi. Exact. Non, mais tu as des très, très points très louables. C'est ça, il y a des bémols sur chaque équipe. En gros, honnêtement, moi, l'équipe dans les AFC East où j'aurais l'impression qu'il est la plus stable en ce moment, c'est les Dolphins. Exact. Mais ils arrivent à une deuxième année où là, tout le monde a vu ce qu'ils ont fait en première année et ça a pris un peu tout le monde de court avec Mike McDaniels. Et là, ils ont comme beaucoup de vidéos, puis là, tout le monde va être prêt, tu sais. Donc ça, souvent, tu vois un peu comme une baisse de régime dans une deuxième année ou une deuxième saison d'une première année fulgurante d'une organisation. Et donc, de cet angle-là, les Jets ont beau jeu parce qu'ils n'ont rien montré l'année dernière avec Rodgers. Alors là, c'est eux qui vont peut-être avoir l'effet de surprise dans la division. Et de l'autre bord, tu as le rock un peu de la division, c'est Josh Allen. Mais là, tu lui as changé tous ses atouts, tous ses outils. Est-ce qu'il est capable de se retrouver? Hein? Puis on sait que quand même, Josh Allen, dans les 2 dernières années, puis Josh Allen l'année dernière, dans les 7 derniers matchs, ce n'était pas le même type d'attaque. Donc, est-ce que lui et Joe Brady vont vouloir encore courir beaucoup le ballon et changer un peu l'identité de l'attaque qui était construite autour de Josh Allen depuis 2-3 ans? Peut-être. Mais ça aussi, c'est beaucoup de questionnements. Donc, il a un avantage, c'est que la room de tight end n'a pas trop changé. Ça, par contre, il va s'appuyer sur des tight ends encore solides. Ouais. Mais par contre, moi, ça fait parfois que je le dis, ça fait plusieurs années que je le dis, il va falloir qu'il se protège quand même un peu plus parce qu'il va quand même au charbon et il finit un peu le coude un peu blessé, il finit toujours un peu la jambe un peu. Il a toujours des petits bobos qui vont le gêner au moment des playoffs. Et je pense que il faut qu'il se protège parce que c'est un joueur qui est très rude, qui est très dur. Tu n'arrives pas à l'arrêter comme ça. Mais par contre, il prend beaucoup de coups, il se protège pas beaucoup. Et ça peut, un jour ou l'autre, ça peut lui jouer des tours, je pense. Et on l'a vu avec son coup de l'année dernière qui était un peu amoché, qui était un peu abîmé. Et je me dis, il faut qu'il se courir avec Josh Allen, c'est une force. Par contre, le protéger aussi, ça serait bien aussi, je pense. Moi, c'est mon point de vue. On a l'impression que il brûle un peu la chandelle par les deux bouts, tu sais, que ça va finir par le rattraper un peu. C'est ça, ouais. Est-ce que ça va le rattraper? C'est ça la question. Mais quand tu regardes un peu de la façon qu'ils ont fini l'année, ils étaient beaucoup moins impliqués dans l'attaque aussi physiquement qu'avant, une fois que Joe Brady était implanté. Donc, est-ce que ça, c'est un exemple? Peut-être, mais je pense que c'est dans ses prises de décision. Mais reste que le gars, c'est une force, man. Tu sais, je veux dire, on dit ce qu'on veut de Josh Allen. Il y a eu 50 touchés l'année dernière à lui tout seul. Tu sais, 50.
Non, non, mais il est monstrueux. Jackson a gagné l'MVP avec, je pense, 38 touchés. Il y en a eu 50. C'est un gars qui met 50 touchés par année. C'est une force exceptionnelle. Là, donc, bien sûr, bien sûr. Non, non, il est impressionnant. On peut dire ce qu'on veut sur Josh Allen. C'est un top quarterback de la ligue. Ben ouais. Et de toute façon, ces dernières années, de toute façon, ils n'ont pas de chance de tomber sur un mec qui est le duo Reed-Mahomes qui est exceptionnel. Et là-dessus, voilà, il faut le clair. C'est comme à l'époque Brady. Quand tu savais que tu jouais Tom Brady en playoff ou en Super Bowl, ben, une fois, tu le perdais quasiment à chaque fois. Parce que ces gars-là, au moment de les playoffs, on a bien vu Kansas City l'année dernière, au moment des playoffs avec Mahomes et Kelsey, ils sont montés sur une autre planète tous les deux. Et tu peux rien faire. Quoi. Tu peux rien faire. Mais tu vois, c'est un bon exemple. Tu parles de Mahomes et Kelsey. Je pense que, tu sais, j'ai oublié le nom de l'ailier rapproché des Bills, là, le jeune qui vient de Utah, Austin Kincaid. Mais Kincaid, c'est un peu la réplique de Kelsey. C'est ça qu'ils essayent de faire aux Bills, d'avoir quelqu'un de très, très fiable, pas loin de Josh Allen, pas trop loin de la boîte aussi, moins des jeux longs. Donc, avoir un gars qui est capable de se débarrasser du ballon rapidement, comme Kelsey fait avec Mahomes. Puis ça aussi, c'est bien intéressant, hein, les ailiers rapprochés qui coûtent 17 millions, le meilleur de la ligue, au lieu de 35 comme receveur. C'est intéressant ça, parce que les Bills ont vraiment... d'aller chercher un gars comme Kincaid, pour moi, et de se départir de Stephon Diggs, c'est un peu un message au restant de la ligue en disant, nous autres, on pense qu'on est capable de signer des receveurs moins chers, puis d'avoir un ailier rapproché de top 5, puis qu'on a une attaque dynamique, tu sais, et que ça nous coûte 17 au lieu de 35. Donc, ça aussi, c'est intéressant quand même dans sa gestion du portefeuille, parce que la plupart, par exemple, Dolphins, qui ont 2 receveurs en haut de 30 millions, les Eagles, même chose, et les Chiefs ne font pas ça. Là, les Bills ne font pas ça. Il y a peut-être d'autres équipes aussi qui vont faire ça avec le changement des ailiers rapprochés, puis des gars comme Kelsey qui ont influencé beaucoup les ailiers rapprochés partout dans la ligue. Là. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, ce que tu as rajouté tout à l'heure par rapport aux Jets, vous pouvez être la surprise de cette année parce qu'on ne vous a pas vu jouer. On n'a pas vu le cas Aaron Rodgers. Et Miami, il va falloir qu'il s'adapte aussi, c'est ce que tu disais. Et moi, je prends toujours Kansas City quand l'époque Mahomes, quand il avait lancé pareil 50 TD ou je ne sais plus combien, et qu'après, on a défendu, les équipes ont commencé à défendre avec 2 safety en profondeur pour éviter de prendre des big plays. Et Mahomes et Reed ont dû trouver des solutions avec des jeux courts, des jeux plus rapides. Et ce qui faisait aussi la force de Tariq Hill à l'époque. Et c'est ce qui a fait aussi la force de Kansas City. Et du coup, et en NFL, c'est ce que je voulais rappuyer sur ce que tu disais. Il faut avoir un pouvoir d'adaptation rapide parce que les semaines passent très vite. C'est très court la NFL, c'est long et très court en même temps. Et du coup, il faut vite s'adapter. Et j'ai bien aimé ton analyse par rapport à ça parce que je trouve que c'est important d'appuyer dans cette preview. Les Jets, on ne les a pas vus jouer avec Aaron Rodgers. Donc, attention à ce qui peut se passer. Voilà. Ouais. Non, vraiment, ils ont l'effet de surprise de la division, ça c'est sûr. Personne ne sait exactement ce qu'ils vont faire. Et tandis qu'on est un peu au courant de ce que tous les autres vont faire, là, tu sais. Voilà. Et je voulais rappuyer un petit coup là-dessus pour que on reprécise bien ça sur la preview. Arnaud, je pense qu'on était vraiment complet sur cette preview. Moi, c'est ton moment. Là, je vais mettre le bandeau en bas qui défile. Et puis, ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, vous aurez tout dans la description de l'épisode. Donc, voilà. Vous pouvez suivre Arnaud sur X, sur AGN45. Ouais. Et Arnaud, vas-y, tu fais ta promo. Où on peut te suivre, où tu passes à la radio aussi au Québec. N'hésite pas sur tes chaînes ou à la télé, tout ça. Et ton école de foot aussi, vas-y, c'est ton moment. OK. Ben, écoutez, ça fait un plaisir. Puis, comme je disais au départ, de pouvoir connecter tous les fans de football ensemble de la francophonie, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me suivre sur X, AGN45. Sur Instagram aussi, je pense que c'est la même chose, AGN45 ou Arnaud Gascon-Nadon. Et sur TikTok, même chose, je pense que c'est Arnaud G. Nadon. Je publie du contenu, je fais des résumés à toutes les semaines de football. Vous allez pouvoir vous marrer les lundis. Je publiais ça l'année dernière. Donc, allez suivre ça. C'est mes résumés à ma façon un peu humoristique de la fin de semaine. On a eu beaucoup de succès avec ça l'année dernière. Donc, je vais le refaire cette année pour une 2e édition. Puis, l'Académie de football, j'ai commencé ça l'année dernière, en fin de l'année dernière, donc décembre. AGNB Academy, c'est une académie en ce moment qui est uniquement pour les joueurs de ligne défensive. On a environ 100 joueurs qui sont inscrits ici. Et on a des joueurs en France aussi qui sont inscrits à l'Académie pour les cours en ligne. Donc, s'il y a des jeunes joueurs de ligne défensive, les âges en ce moment, c'est de 12, 13 jusqu'à 18, 19, 20. Les joueurs qui viennent, on regarde du vidéo ensemble. Moi, j'ai accès à beaucoup de vidéos ici au Québec, au Canada, NCAA, NFL.
Et puis, on regarde ça ensemble une fois par semaine. Je donne un cours un peu théorique sur Zoom. On est plusieurs élèves en Zoom. Et sinon, ben là, pour l'instant, je fais des académies au Québec sur le terrain pendant l'été qui vont s'arrêter imminemment. Mais c'est une académie qui est basée beaucoup en ligne pour faire profiter un peu tout le monde. Puis justement, l'idée, c'est de faire profiter aussi des gens en France de vraiment avoir un savoir puis une connaissance un peu plus approfondie que des fois ce qu'on peut recevoir ailleurs et de l'avoir rapide puis de façon outre-mer sur Zoom. Donc, voilà, ils peuvent s'inscrire sur agnbacademy.com, devenir membre. Ils vont recevoir des courriels par la suite pour les inscriptions puis assister aux cours, etc. Eh ben, c'est complet, c'est parfait. Alors, surtout, n'hésitez pas pour ceux qui écoutent en France ou francophones. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez contacter Arnaud. Vous n'hésitez surtout pas. C'est hyper, voilà, c'est hyper enrichissant ce que vous pouvez découvrir avec lui. Et du coup, ben, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, surtout quand on est jeune et puis qu'on veut apprendre. Donc, ouais, exact. Moi, j'aurais adoré avoir ça plus jeune. Exactement. Je peux le garantir que j'aurais adoré faire ça le soir au lieu de récupération de matière qui ne m'intéressait pas. J'aurais vraiment aimé avoir un prof qui me parle de football. J'aurais adoré ça. Ok, très bien. Eh ben moi, je vais finir par la promo vite fait de la chaîne du Foot US de A à Z. Voilà, on a un Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Ben, ça nous permet de nous payer le StreamYard, ça nous permet où on enregistre les épisodes, de publier, de tout ça. Donc, n'hésitez pas, ça nous aide si vous voulez nous aider. À partir du 23 août, vous aurez l'ensemble de la programmation de la nouvelle saison de la chaîne du Foot US de A à Z avec des nouvelles émissions. Je vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est là qu'on est le plus présent. Vous ne manquerez rien si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube. Vous avez envie un jour de rejoindre l'équipe, la porte elle est grande ouverte. Vous n'hésitez pas, vous venez quand vous voulez. Même toi Arnaud, si un jour tu veux intervenir avec nous, tu n'hésites pas, c'est un grand plaisir. On a l'émission Overtime qui reviendra à partir du 14 septembre. C'est un jeu de quiz sur la NFL, l'histoire américaine, tout ça. Donc n'hésitez pas, ça va être marrant. Il y aura un épisode par mois et les meilleurs se rencontreront à la fin de l'année. Voilà, les épisodes preview sont disponibles depuis le 28 juillet sur la chaîne du Foot US de A à Z. Et du coup, je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Arnaud, je te souhaite une bonne saison pour tes Jets, une bonne saison au niveau du Québec, au niveau du college football. Voilà, franchement, merci à toi d'être venu. Surtout, tu n'hésites pas quand tu veux revenir, c'est quand tu veux. Et du coup, je te souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde, à demain pour la prochaine preview. Ciao.